participation aujourd'hui. Donc, je vais prendre la parole quelques minutes pour inaugurer ce colloque sur la non-violence animale en présence donc, de mes deux collègues, Madame le doyen de l'UFR de droit et Monsieur le directeur de l'UFR de sciences humaines et sociales. Donc, depuis 3 ans, l'IUT de Saint-Denis est particulièrement investie dans la réflexion autour de la non-violence. 2 colloques ont déjà été organisés, ainsi que des modules libres de formation à la non-violence, faisant de nous le premier espace universitaire proposant une formation autonome dans ce domaine. L'idée de ces modules de formation part d'un constat malheureusement simple: notre société revêt aujourd'hui diverses formes de violence. Elle l'a toujours été. Comment un être humain peut-il organiser la violence comme il le fait depuis la nuit des temps? Alors que nous nous posons donc depuis 2 ans maintenant la question de la violence entre êtres humains, il nous est apparu presque évident d'étendre notre réflexion à notre relation avec le monde animal. Au cours du XXe siècle, notre relation à l'animal a en partie évolué. Alors que de tout temps, l'animal a été considéré comme étant au service de l'homme, et c'est encore aujourd'hui majoritairement le cas, certaines voix s'élèvent pour repenser totalement notre relation aux animaux. La souffrance animale est souvent mise en avant dans les médias, les corridas, les abattoirs, l'exploitation d'animaux, les maltraitances. Est-ce que la société a intégré la souffrance animale comme étant une cause importante? Est-ce que le droit a véritablement changé le statut juridique des animaux? Il ne se passe pas une journée sans que la presse nous révèle un cas particulièrement odieux de maltraitance animale. C'était encore le cas ces derniers jours. Nous sommes alors en droit de nous demander si une telle attitude est acceptable. Dans sa vision de la non-violence, Gandhi, que tout le monde connaît, englobait autant la libération des humains que celle des animaux. Surtout connu pour sa courageuse lutte contre le colonialisme britannique, très peu est révélé sur son refus de consommer de la chair animale. Selon Ali Magro, la cruauté envers les animaux peut devenir violence envers les hommes. Donc aujourd'hui, la maltraitance animale est de plus en plus reconnue comme un indicateur potentiel d'un comportement agressif ou violent envers les humains. Et diverses initiatives voient le jour dans le monde en faveur de mesures de procédures prenant en compte cette connaissance dans le but de prévenir l'escalade de la violence dans les familles et dans la société. Des associations, des juristes, des philosophes, des médecins, des chercheurs, des vétérinaires se mobilisent depuis des années pour faire évoluer les mentalités et faire considérer l'animal comme un être vivant doué de sensibilité qui est capable de ressentir la joie comme la peine. Ce colloque, organisé aujourd'hui, vise à rassembler divers spécialistes afin de réfléchir à la place des animaux dans notre société, à notre relation avec eux et au statut juridique que l'on peut ou on doit leur accorder. Aujourd'hui, je pense que nous pouvons être fiers d'avoir su organiser cette rencontre. Aux côtés de l'IUT de Saint-Denis, 2 autres composantes, et non des moindres, de notre université, Paris 13, sont co-organisatrices de ce colloque. L'UFR de droit, sciences politiques et sociales, et l'UFR de lettres, langues, sciences humaines et sociales. Et c'est une fierté pour l'IUT de Saint-Denis que d'être associé à de si belles entités de notre université. Chère Anne, cher Denis, merci pour votre collaboration qui vous la voit sur ce que doit être une université moderne. Je tiens également à remercier aujourd'hui nos partenaires dans le cadre de ce colloque, One Voice et l'AFC Oumanie. Ce colloque, qui sera, je l'espère, riche, n'aurait jamais vu le jour sans la motivation, la persévérance, et j'ai presque envie de dire d'ailleurs l'acharnement dont a fait preuve Mélanie David, co-responsable du service communication de l'IUT de Saint-Denis et véritable organisatrice de ce colloque. Grâce à sa détermination, nous sommes tous là aujourd'hui. Aux côtés de Mélanie, j'adresse également mes remerciements à Johanna, à Didier, à Ferry, tous 3 membres de l'IUT de Saint-Denis, et dont l'aide a été précieuse. Enfin, bien évidemment, on remercie la Maison des sciences de l'homme de l'Université Paris 13 qui nous accueille aujourd'hui, MSH, Maison des sciences de l'homme, que nous aurions presque pu rebaptiser pour une journée MSA, Maison des sciences de l'animal. Un jour, Gandhi avait déclaré « On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite les animaux. Ce colloque n'a pas d'autre prétention que donc chercher à faire évoluer notre civilisation. » Merci à tous pour votre participation aujourd'hui.
Je vais donc laisser la parole à mes deux collègues de l'Université Paris 13. Je ne sais pas lequel des deux débute. Madame le doyen. Monsieur le directeur de l'UT, chers collègues, chers étudiants, mesdames, messieurs, cher Samuel, je te remercie beaucoup de m'avoir proposé de participer à cette journée. Pour la juriste que je suis, tu le signalais tout de suite, son thème, la souffrance animale donc, est d'une actualité brûlante. Tant les nouveautés juridiques sont nombreuses. Alors, les rassembler en un tout qui respecte le délai de 5 minutes que tu m'as gracieusement accordé est une gageure. Mais je connais trop la pénibilité pour l'auditeur d'un intervenant qui disserte sans fin, sans doute oublieux que d'autres doivent lui suivre, et que la capacité du public, aussi passionné soit-il, a des limites, pour ne pas faire de mon mieux pour le respecter. J'ai ma tactique, vous l'aurez compris, parler vite, pas trop, j'espère. Alors l'actualité est parfois cocasse. Nous sommes ici ce matin, alors précisément que l'Assemblée nationale discute depuis mercredi du projet de loi agriculture et alimentation, au cours duquel devait être abordée la question des poules pondeuses élevées en batterie. Actualité juridique. Quelques jours plus tôt, et vous le savez sans doute, il ne s'agit pas d'un hasard, l'actrice Sophie Marceau interpellait les députés français dans une vidéo montrant le calvaire des dits volatiles. Actualité médiatique. Et je signale dans la foulée l'appel de Brigitte Bardot et de l'humoriste Rémi Gaillard pour que soient installées des caméras de surveillance dans les abattoirs. Or, annonce de dernière minute, les députés ont repoussé pour l'heure l'interdiction de la vente d'œufs provenant d'élevage en cage, ainsi d'ailleurs que de l'élevage de lapins en cage. Lors de l'examen en commission du dit projet de loi, le gouvernement préférant la solution d'une mise en place d'un contrat de confiance avec les filières concernées. On peut imaginer le résultat de ce contrat. Scoop juridique. Je vous signale qu'un autre amendement des Insoumis contre l'élevage de lapins en cage a également été rejeté. Alors, outre ces informations toutes récentes, la matière juridique a récemment fait l'objet d'innovations importantes. La plus récente est la naissance, le 22 mars, et c'est le premier du genre en France comme en Europe, du Code de l'animal, publié aux éditions LexisNexis. Lourd de plus de 1000 pages, il réunit l'intégralité des textes dispersés dans les 7 codes qui réagissent notre rapport aux animaux, à savoir le code civil, le code pénal, le code de procédure pénale, le code rural et de pêche maritime, de l'environnement, des collectivités territoriales et de la santé publique. Ainsi que des grandes décisions jurisprudentielles concernant les animaux de compagnie, de ferme, sauvages ou apprivoisés. Que l'on soit clair, il s'agit d'un code dit privé, au même titre que le code de la montagne, par exemple, ou le code des sociétés. C'est-à-dire qu'il ne contient aucune nouvelle loi et surtout il n'a pas été codifié en tant que code. Mais sa publication, réalisée par une équipe de spécialistes en droit animalier, en collaboration avec la Fondation 30 millions d'amis, est une révolution. Jamais on n'aurait pu l'imaginer il y a seulement 10 ans. Il est le symbole de la transformation de notre regard sur les bêtes, que tu soulignais tout à l'heure, depuis la première loi française d'importance en matière de protection animale, dite loi Grammont du 2 juillet 1850, et qui précisait alors que seront punis d'une amende de 5 à 15 francs, oui, de l'époque, et pourront l'être d'1 à 5 jours de prison ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. Ensuite, il a fallu attendre plus d'un siècle, c'est-à-dire le décret du 7 septembre 1959, pour que la répression des mauvais traitements soit élargie au domaine privé et pour que les animaux soient protégés en raison de leur propre sensibilité. Je peux vous signaler aussi l'article L214.1 du Code rural qui affirme en 1976 que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Il y a aussi le traité d'Amsterdam, donc là nous passons au degré du droit européen, de 1997, qui exige la prise en compte du bien-être animal dans les domaines de l'agriculture, des transports du marché intérieur et de la recherche. Mais l'événement mémorable, et qui a été à l'époque très médiatisé, de la période récente, c'est l'introduction dans notre vénérable Code civil, 1804. À l'époque, Napoléon se souciait très moyennement du sort des animaux. Par la loi du 16 février 2015, du nouvel article 514-14, bref, mais capital, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. La suite est nettement moins glorieuse. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
L'animal n'est donc plus une chose, puisqu'il est doué de sensibilité, mais il est traité comme une chose. Pour les défenseurs de la cause animale, la prochaine étape, bien sûr, doit consister à donner aux bêtes une personnalité juridique. Alors, vous êtes très nombreux à être non-juristes, évidemment. C'est quoi la personnalité juridique? C'est l'aptitude à être sujet de droit, et notamment, du coup, à être protégé. L'idée fait son chemin et donnera certainement lieu à des débats intéressants autour de la table ronde de cet après-midi. Je vous remercie pour l'attention que vous avez bien voulu me porter, et je rends la parole sans plus attendre, mon cher Samuel, au directeur. Merci beaucoup, Madame le doyen, chère Anne, Monsieur le directeur du UFR LSHS, cher Denis. Monsieur le directeur, cher Samuel, merci beaucoup de cette invitation à venir ici aujourd'hui, et merci aussi de placer cette invitation sous le signe d'une université moderne où l'on communique entre composantes. J'ai accepté cette invitation avec beaucoup de plaisir, avec peut-être aussi un petit peu de perplexité, ayant le sentiment que les disciplines que rassemble ma composante étaient certainement moins directement concernées par la cause animale que pouvaient l'être par exemple les disciplines comme le droit. Alors je vais essayer de vous montrer que finalement ça n'est peut-être pas si vrai que cela en faisant un petit panorama justement de travaux qui sont en cours autour de cette idée de la lutte contre la souffrance animale ou de la moralisation de nos rapports avec l'homme, parce que moralisation, ça signifie un processus, et il me semble que de ce point de vue-là, justement, en sciences humaines et sociales, l'idée du processus peut avoir son importance. Alors, si vous voulez bien, je vais quand même commencer par une petite anecdote tout à fait personnelle et de chercheur, qui, comme toute anecdote, n'a aucun intérêt. Je travaille, peu importe, sur un écrivain, Henri Barbusse, auteur d'un grand roman pacifiste qui s'appelle Le Feu. Pour de multiples raisons dans lesquelles je ne vais pas entrer, je reçois un jour un message de quelqu'un qui m'indique qu'il y a 17 cartons d'archives concernant Henri Barbusse à aller fouiller. Et je me rends à l'endroit où sont conservés ces cartons, et au miracle, des albums photos. Et alors, j'étais tout heureux, évidemment, la joie du chercheur, hein, tout heureux, des albums photos, peut-être des photos personnelles, peut-être des photos de Barbusse pendant la guerre, peut-être des photos de Barbusse dans ses engagements postérieurs à la guerre. J'ouvre ces albums photos, et qu'est-ce que je découvre? Les 3/4 d'entre eux, eh bien, il n'y avait que des photos de lévriers. Et il photographiait sans cesse des lévriers. Et j'ai ainsi pu comprendre des parties de sa correspondance quand il demande des nouvelles avec un nom propre. Eh bien, en réalité, ça n'est pas quelqu'un. Je pouvais chercher tout ce que je voulais sur Internet, je ne risquais pas de trouver. Non, ce sont des nouvelles de ses chiens ou des chiens de ses amis. Voilà donc ma petite anecdote pour vous dire simplement eh bien, que l'on rencontre finalement l'animal dans notre domaine, et parfois là où finalement on ne s'attendrait pas à le rencontrer. Alors peut-être un jour un article Barbusse et les lévriers. Je voudrais donc quand même vous signaler quelques travaux justement qui sont en cours dans le cadre de l'UFR de LSHS autour de la cause animale. Je voudrais signaler parce que c'est mon processus derrière moralisation, une thèse qui a été soutenue sous la direction de Juliette Viandury l'année dernière. Alors, elle a un titre un peu 18e siècle, un peu long, mais je vais vous la donner complet. Alors d'abord l'auteur, bien évidemment, Madame Virginie Maison-Muxart. La thèse est intitulée « Savoir et représentation de la jeunette dans le bassin méditerranéen de la préhistoire à nos jours ». Thèse soutenue en littérature comparée et avec toutes les mentions et les qualifications nécessaires. Alors, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que la jeunette, et c'est un animal assez étonnant, puisque c'est un animal qui a été importé assez tardivement en Occident, qui a d'abord été un animal domestique et que l'on voit justement sur un certain nombre de tableaux, et en particulier, elle est représentée comme un animal avec lequel des enfants jouent, ou parfois posé sur les genoux d'un bourgeois ou d'un aristocrate que l'on représente. Et puis cet animal disparaît de la domesticité vers la fin du XVIIIe siècle et existe aujourd'hui, et n'existe plus aujourd'hui qu'à l'état sauvage en France, animal qui est protégé depuis une loi, je ne sais pas si on peut dire une loi, de 1972. Et je trouve que l'idée de consacrer une thèse à la fois à l'histoire et aux représentations de cet animal, qui passe par la littérature. Il est question de la jeunette, par exemple, dans ce très beau roman de Tristan l'Hermite qui s'appelle Le Page disgracié, mais on la rencontre dans toutes sortes d'autres textes littéraires. C'est une idée qui est tout à fait intéressante.
Deuxième travail, là à la croisée encore une fois de l'histoire et de la littérature, et peut-être justement les transversalités ont quelque chose à voir avec l'émergence peut-être aussi d'une réflexion, en tout cas dans nos domaines universitaires, sur l'animal. Un livre tout à fait étonnant et que je vous recommande très chaudement, de ma collègue Anne Larue, alors qui s'appelle « Papillons et phalènes au début du XXe siècle, Marie-Louise Bouquetot-Vagnez et la Société française des amateurs de chiens d'agrément ». Tout ça publié chez un éditeur qui s'appelle CAPP, honnêtement je ne sais pas la signification de l'acronyme, en 2017. Phalènes et papillons, alors ça c'est un peu trompeur, hein, ce sont en fait des espèces, vous le savez sans doute mieux que moi, ce sont en fait des espèces d'épagnols nains, et on se retrouve exactement un peu dans une configuration similaire à celle de la genette. Alors ce sont des épagnols nains qui étaient donc des animaux de compagnie, très présents au XVIIIe siècle dans les milieux qui étaient les milieux de l'aristocratie. On en voit des quantités alors vraiment très très importantes dans la peinture du XVIIIe siècle, les tableaux de Vigée-Lebrun, etc. Hein, et c'est un animal qui est associé à la femme de ce point de vue. Et qui, après la Révolution, eh bien, l'espèce va être plus ou moins en voie de disparition. Et cette dame, Madame Marie-Louise Bouquetot-Vagnez, d'Amiens, puisque dans notre République tout se passe désormais du côté d'Amiens, a tenté de réactiver l'intérêt pour ces animaux, de les protéger. Donc vous voyez là aussi un travail à partir de fonds d'archives, ici en l'occurrence, avec toutes sortes de photographies autour de cette société donc, de protection Société française des amateurs de chiens d'agrément. Et donc là encore, quelque chose qui est très intéressant par rapport à nos représentations. Je voudrais signaler dans un autre secteur de l'UFR2LSHS, du côté, et ça peut paraître un peu étrange, aux marges en tout cas des sciences de l'éducation, tous les travaux d'un chercheur qui s'occupe donc dans des perspectives qui sont des perspectives d'intervention sociale en l'occurrence, qui s'occupe de la question des liens entre les sans-abri et leurs chiens. Et donc ce collègue, Christophe Blanchard, est l'auteur d'un livre, je vais vous avouer que je ne l'ai pas véritablement regardé avant de venir, est l'auteur d'un livre, mais dont le titre me plaît beaucoup, qui est donc Les maîtres expliqués à leurs chiens. Et c'est quelqu'un qui fait des études de terrain sur cette relation qu'il peut y avoir donc entre l'exclusion sociale et l'animal. Donc vous voyez que là encore, on rencontre dans ce domaine des sciences humaines et sociales des choses qui sont tout à fait liées à la cause animale. Est rattaché à l'UFR un laboratoire d'éthologie, qui est donc le laboratoire d'éthologie expérimentale et comparée. Et donc là, on travaille évidemment dans ce laboratoire d'éthologie sur le comportement animal et sur les liens qui peuvent parfois aussi jouer entre l'homme et l'animal autour de trois secteurs du côté des animaux, du côté des rongeurs, mais les études les plus développées se font du côté des insectes sociaux et en particulier donc du côté des 1001 espèces de fourmis et du côté, je suis désolé, je viens de faire un cuir, 1001 espèces de fourmis et aussi du côté des termites. Et puis il y a aussi des études qui sont faites sur l'hermaphroditisme des vers marins, mais ça serait une longue histoire que de vous raconter comment un ver marin décide d'être mâle ou femelle en situation de reproduction. Je voudrais pour terminer, et ne pas être trop long, vous signaler une actualité au sein de notre UFR, une actualité à laquelle vous pouvez parfaitement participer, puisque c'est une actualité ouverte. Il s'agit de la revue de l'UFR2LSHS qui s'appelle Itinéraire littérature, texte, culture, qui a lancé il y a une dizaine de jours un appel à communication pour un numéro à paraître en janvier 2020, qui s'appelle le numéro Discours animal, langage, interaction, représentation. Donc là encore, on est complètement dans le vif de vos préoccupations, avec finalement deux axes de préoccupation qui sont là autour du langage. Ce sont les linguistes qui sont ici à l'œuvre, les activités proto-langagières des animaux, donc tout sur cette question du langage animal, mais qui est posée comme existant ici, les interventions
interespèces, donc le dialogue homme-animal, ce dont vous allez parler en grande partie aujourd'hui, et puis par ailleurs des réflexions sur la manière dont nous disons les animaux, et avec cette idée évidemment que de la manière dont nous disons les animaux découle probablement la manière dont nous vivons avec les animaux et ce que nous faisons des animaux, et donc toute une section sur la zoanthroponymie et sur les animaux dans le discours social. Qu'est-ce que ça veut dire finalement que de dire bête comme une oie, malin comme un singe, et toutes ces expressions qui hantent notre langage, mais qui, au-delà de notre langage, hantent nos représentations et qui probablement influent sur nos comportements. Je vous remercie.